Go down. Salut les terriennes, salut les terriens. Alors, les terriens de ce soir sont Dominique Bertinotti. Bonsoir. Alors, Dominique Bertinotti, vous êtes ministre de la Famille dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. La famille, c'est bien ce truc bizarre où papa et maman ont été remplacés par parent 1, parent 2, c'est ça? Je vois que vous voulez refaire le débat. Non. Autre terrien avec nous ce soir, Karl Lagerfeld. Karl, bonsoir. Alors, Karl, vous êtes ici ce soir pour nous confirmer que si le diable s'habille en Prada, Dieu, lui, c'est Chanel. En revanche, il paraît que Jésus-Christ s'habille à la halle aux vêtements. Pourquoi pas, on trouve des trucs bien partout. Hein. Voilà. Autre terrien avec nous ce soir, Philippe Bilger. Bonsoir. Alors, Philippe, vous êtes le célèbre ancien avocat général de la Cour d'assises de Paris. Et vous êtes ici ce soir pour un témoignage poignant. Oui, j'ai longtemps mis des robes pour travailler, et alors? Et Rémi Gaillard. Rémi Gaillard, bonsoir. Alors, Rémi Gaillard, vous êtes une star énorme sur Internet où vos vidéos ont été vues par 1,4 milliard de terriens. Vous êtes une star aussi chez vous à Montpellier, avec le directeur du Pôle emploi quand même. Hein. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir, Mourad Boudjelal, président du RC Toulon, qui nous racontera son incroyable parcours. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Karl Lagerfeld, rebonsoir. Bonsoir. Vous avez déclaré « Les gens qui disent souhaiter l'anonymat sont des menteurs. La vie est plus simple quand on est connu. » C'est vrai, mais ça a des inconvénients. Hein. On peut aller nulle part. Avec les téléphones maintenant, les gens veulent vous photographier tout le temps. On ne peut pas regarder une vitrine. Il faut toujours se tenir très bien parce que tout est marqué. Ouais. Mais Karl, quand vous passez une frontière, par exemple, vous n'avez pas besoin de passeport. Vous. Non. Les gens vous reconnaissent. Exactement. Bah oui. À la douane et partout. Hein. Et sur la terre entière, c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est formidable avec vous. Je ne sais pas comment j'ai réussi ça, mais bon. Alors, pour être connu, Karl, vous êtes connu. Aujourd'hui, vous êtes devenu un logo. Regardez. D'ailleurs, en réalité, je m'appelle Logofeld. Alors, si on rote à cause d'un Coca Light Lagerfeld, est-ce que c'est mal poli ou c'est quand même un peu plus classe? Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Vous donnez beaucoup de mal pour ressembler à votre logo, non? Pour être mince comme... J'espère que c'est naturel, je veux dire, ouais. pas fait d'effort. Hein. Oui, parce que la beauté intérieure, c'est bien, mais rentrer dans du 34, c'est mieux quand même, non? 34 dans quoi? En jean, c'est grand. Alors, vous ne comprenez pas tous ces gens qui n'arrivent pas à maigrir, Karl, alors qu'il suffit de manger du homard tous les jours, en fait. Non, le homard, j'aime pas ça du tout, ça n'a aucun goût. Je ne mange que des poissons pochés, j'aime pas trop la viande, des légumes pochés et des fruits, et sortez de là, rien. Ah ouais. Je n'ai envie de rien d'autre. Oui. J'ignore la tentation. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez devant moi. C'est comme les animaux qui ne mangent que ce qui est bon pour eux. Le reste ne m'attire pas. Vous êtes devenu une icône mondiale, Karl Lagerfeld. Aujourd'hui, on dit Lagerfeld comme la calasse, quoi, non? Oui, mais je ne chante pas et je ne fais pas chanter. Que de chemin parcouru depuis votre arrivée à Paris, quand vous alliez perfectionner votre français au cinéma. Oui, mais j'ai toujours gardé un accent étrange. Mais vous avez une façon étrange de parler. En allemand aussi, je parle un allemand que les Allemands comprennent à peine. Hein. Compte tenu de l'accent que vous avez, à l'époque, vous avez dû voir beaucoup la 7e compagnie, quand même, non? Pas tellement. Vous savez, il n'y a pas tellement d'enfants ou de jeunes gens qui, à 14 ans, parlaient français comme moi je parlais français. Ouais. Je parlais mieux que le prof à l'école et je l'ai corrigé, il était dingue. Alors vous dites, je suis un mercenaire qui n'accepte que ce qui l'amuse. Oui, c'est une chance, non? Ouais, c'est génial. Oui. Alors ce qui vous a amusé récemment, donc, c'est vos boutiques. Oui. La première boutique Lagerfeld est ouverte à Paris le 28 février 2013. Il y en a une qui a ouvert à Amsterdam le 24 avril. Il y en a bientôt une autre dans le Marais et encore une à Berlin avant l'été. Et à Munich et à Hambourg et partout dans le monde. Oui, mais et en Chine aussi. Mais vous savez,
mes affaires, les affaires, c'est pas à moi. Moi, je ne veux rien. Je n'ai aucune responsabilité. Je suis même un mercenaire. Ça appartient à un fonds d'investissement allemand, hollandais, je ne sais pas quoi. Ouais, donc vous êtes au-dessus de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ces boutiques? Ben, je ne suis pas client, moi, donc je ne me rends pas très bien compte. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Il y a surtout la façon comme c'est vendu qui est intéressant. Parce que c'est avec des iPads, les gens peuvent se photographier, peuvent envoyer l'image à leur conjoint ou ce que vous voulez, comment ça s'appelle aujourd'hui, j'en sais rien, pour savoir est-ce que la robe me va, est-ce qu'elle ne me va pas et tout. C'est une façon de vendre, une approche qui est complètement différente. Et ça, c'est très amusant. Alors, il y a aussi les montres maintenant, Lagerfeld. Oui. Hein. Alors, c'est des montres qui n'indiquent pas l'heure qu'il est, mais l'heure qu'il devrait être. C'est très chic. Oui, ça, c'est idéal, ça. Hein. J'adore les montres, mais les gens les portent en bijoux. Moi, je ne connais pas une personne qui ne regarde pas l'heure sur son téléphone. Oui. Et puis, il y a Chanel, le mythe Chanel. Oui. On pense à Christine Bravo, qui dormait nue après avoir bu une bouteille de numéro 5 de Chanel. C'est un mythe. Alors vous dites, dans le luxe, il faut créer l'envie, car personne n'a besoin du luxe, en fait. C'est ça, parce que l'envie est plus attrayante que le besoin. Ouais. Vous dites aussi, le comble du luxe, c'est la solitude. Oui. Vous aimez être seul, Karl. Mais je suis obligé. Je suis bien obligé de recharger les batteries. Ouais. Parce qu'on ne peut pas être entouré tout le temps, c'est horrible. Vous êtes seul chez vous, en fait, très souvent. Là, je sais pourquoi vous me posez la question. Vous allez parler de la fameuse petite choupette, la fameuse chatte, peut-être exactement, oui. Pour la compagnie, c'est parfait, ça ne parle pas. C'est bien la première fois qu'il y a une chatte dans votre vie, en même temps. Vous voulez changer de niveau de votre émission, je vois. Vous dites le matin, quand je me réveille, je ressemble à Beethoven. Le chien, Beethoven? Non. Non, mais quand vous êtes chez vous, par exemple, vous êtes comme ça, non? Je suis toujours comme ça. Ah Sauf que quand je suis chez moi, je porte une grande chemise blanche parce que le métier que je fais est un métier très sale. Comme je travaille avec du pastel et des couleurs, tout ça, ça serait dégoûtant au bout d'une heure. Hein. Alors, vous feriez un parfait méchant dans un film de James Bond, regardez. On m'en a proposé, mais je ne fais pas de cinéma. Choupette est plus belle. Hein. Ah, est-ce qu'il y aura bientôt des croquettes Lagerfeld? Donc vous êtes seul chez vous avec Choupette, pas de mariage en vue, évidemment. Vous n'avez jamais voulu avoir un enfant? Non. Non, je suis irresponsable. Et vous voulez pas donner votre sperme qu'on puisse... Oh non. Non, mais c'est dommage. Non, je vous dis ça sans flagornerie. C'est dommage qu'un mec comme vous ne se perpétue pas. Non, ça s'arrête là. Vous savez, quelqu'un a dit une chose horrible, mais juste, le meilleur moment dans la vie d'un homme, quand il s'aperçoit que son fils est médiocre. Parce que si j'avais un fils qui était mieux que moi, j'aurais pas aimé. Mais un zéro, j'aurais pas aimé non plus. Alors bon, de toute façon, j'aurais préféré une fille. Mais on ne peut pas choisir, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Hein. Ça me fait plaisir de vous voir. Oui. Rémi Gaillard, rebonsoir. Bonsoir. Alors Rémi Gaillard, gagman montpelliérain, aux 1,4 milliard de vidéos, de caméras cachées, d'impostures, de happening vues sur Internet, vous êtes devenu une star planétaire, un peu comme Karl Lagerfeld. Vous êtes 2 stars planétaires. Vous dites que les gens ont besoin de rire, mon langage est universel. Oui, parce que je fais des caméras de situation où je parle pas. Ça ressemble plutôt à, avec tout le respect que je dois à ces gens-là, à Charlie Chaplin ou à Buster Keaton. Ouais. Oui, c'est pas La Fesse ou Baffy, quoi. Il n'y a pas de... Ouais. C'est ça. Ouais. C'est très particulier, ça marche partout, en tous les cas. Dans le monde entier. Ouais. Alors, votre slogan, votre fameux slogan, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. En fait, vous êtes devenu quelqu'un, ça marche plus votre truc, quoi. Ouais, mais je m'attache à devenir n'importe qui depuis toujours parce que je fais rarement des plateaux télé et je suis pas dans ce milieu du showbiz. C'est vrai. Et j'emmerde beaucoup la télévision et j'accepte très peu de télévision, sauf quand j'aime beaucoup les animateurs dont vous faites partie. Merci. Ça ne va nulle part. Rémi Gaillard, on regarde à quoi ça ressemble.
Rémi Gaillard. C'est vrai que vous rejoignez le cinéma muet et tout ça, vous avez raison. Ouais. Ça fait même rire la politique. Ouais. D'abord, vous avez essayé de placer Bah, vos faut vidéos rire. à la télé, chez De Chavannes, chez Coé, chez Michael Youn, et puis vous êtes fait piquer beaucoup d'idées, quoi. Ouais, je me suis bien fait baiser, mais en même temps, je vais vous dire, je suis content que ça me soit arrivé, parce que sinon j'aurais peut-être fini comme eux à la télévision. Ouais. Et finalement, j'ai décidé de suivre un chemin qui était différent grâce à Internet. Et je suis d'une bonne époque, parce que j'aurais été de l'époque de Jacques Legras, ça n'aurait pas été possible. Jacques Legras, putain. Ah, il faisait les premières caméras cachées. Ouais. C'est vrai. C'est flatteur d'être copié. C'est ce qu'on m'a dit aussi. C'est un compliment. Je vous trouve très fascinant. Vous avez Et raison. j'ai moins de choses à dire que vous, ça c'est sûr, on va le voir tout de suite, mais je vous ai trouvé fascinant. Merci, merci. Alors, le dernier exploit en date, c'est Confession intime de TF1, que vous avez piégé. Ça s'est passé comment? C'est une émission à la con que je me suis amusé à piéger, c'était vraiment facile. Et j'avais un couple d'amis qui s'est fait passer pour un fan débile, enfin un pote à moi. Oui, le mec était fan de vous. C'est-à-dire qu'en fait, il mettait des posters de vous dans sa chambre, Ouais, dans sa ouais. maison, et sa femme, en fait, n'en pouvait plus, quoi. C'est ça Ah, j'ai l'histoire. décoré sa maison avec tous les objets qui ont fait le buzz sur Internet. Par exemple, la tête de l'escargot qu'on a vue là. Et là, TF1, enfin l'équipe de TF1, en tous les cas, a été piégée, quoi. Bah complètement, oui. C'est-à-dire, pour eux, c'est normal. Un mec qui met des posters de Rémi Gaillard chez lui jusqu'au point où sa femme va le virer, pour eux, c'est normal, quoi. Non, mais c'était assez énorme parce que on avait prévu un script assez hallucinant pour les Ouais. PG parce qu'il faut que ce soit rocambolesque pour leur plaire. Ouais. Sauf qu'eux, ils sont arrivés avec un script encore plus fort. Ouais. C'est-à-dire qu'ils lui ont fait faire des choses qui n'étaient pas prévues. Ils ont fait déguiser ce pauvre Aurélien, qui est mon ami, en chien pour faire croire qu'il allait au resto. Enfin, c'était des trucs complètement hallucinants. Et on C'est de s'est- la fiction, en fait, Confession Ah, mais intime. complètement. Ouais. Enfin, en tout cas, je m'en doutais, mais en tout cas, là, je l'ai découvert. Ouais. Mais ça m'a beaucoup amusé de le faire. Et alors, quelles ont été les réactions de TF1 ensuite? Ils ont enlevé la vidéo d'Internet parce que maintenant il y a le replay sur Internet, comme ça lui était rien. Et là, en fait, il y avait l'émission de Confession intime qui n'était plus disponible à partir du soir même parce que moi j'ai mis la contre-enquête sur mon site Internet Oui. au même moment et ça a fait des millions de vues. J'ai fait plus d'audience que leur émission. C'est génial. Alors, Dominique Bertinotti, rebonsoir. Bonsoir. D'abord, je crois que vous avez un cadeau pour Karl Lagerfeld. Absolument. Alors, nous avons des ruches sur le toit de la mairie du 4e. Et je voulais vous offrir du miel du 4e que nous avions appelé en toute modestie numéro 4. Et donc, je me permets de vous offrir ce miel qui est on ne peut plus biologique. Vous ne partirez pas les mains vides. Faites gaffe, le ça, miel, c'est mignon. ça fait grossir le miel, hein, quand même. Hein. Oui. Vous savez à qui on donne cela? On donne ça aux couples qui se marient. Notre lieu. Ah. C'est mieux que drager. C'est de la douceur. Voilà. Exactement. Alors, Dominique, vous êtes ministre délégué auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé chargée de la famille. Bref, vous êtes ministre de la famille, ou comme vous dites, ministre des familles. Tout à fait. En même temps, il y a toujours un ministre de l'Emploi et pourtant il n'y a plus de boulot. Oui, mais il y a toujours des familles et nous avons à faire une diversité des modèles familiaux. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à rentrer dans une norme. Ouais. Simplement, il n'y a pas qu'une seule norme. Donc chacun postule à avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, qu'on soit famille monoparentale, homoparentale, recomposée, classique. Alors Dominique, après Yamina Benguigui, Stéphane Le Foll, Marie-Arlette Carlotti et la semaine prochaine Marie-Lise Lebranchu, vous êtes la 5e ministre en moins de 3 mois dans Salut les Terriens. Vous avez marre qu'il n'y a que Nabila qui soit connue, quoi, c'est ça? Mais je pense qu'effectivement, on peut on vous connaît être... mal. Voilà, Oui, c'est on nous vrai. connaît mal Oui. et je postule à ce que nous puissions avoir autant de compétences Bien sûr. que des hommes ou des femmes politiques plus confirmés. Il paraît que même François Hollande a du mal à se souvenir du nom des ministres. C'est pour ça qu'il voulait resserrer le gouvernement. C'est vrai, non? Non. Je peux vous dire que sur cette histoire de resserrement, moi, je me sens absolument pas à l'étroit, donc tout va très bien. Alors, on vous appelle Bertie? Non, on m'appelle pas Bertie. Je vais vous appeler Bertie. Alors, Alors, si vous voulez. Alors, c'est vous que François Hollande a choisi pour mener à bien l'histoire du mariage homo. Vous êtes donc la ministre de la Famille qui a permis que le papa et la maman puissent porter la moustache tous les deux, finalement.
Oui, mais vous savez que ça existe déjà. Les familles homoparentales existent déjà. On estime que c'est entre 30 000 et 300 000 enfants qui vivent déjà dans des familles homoparentales. Donc, si vous voulez, la loi ne crée rien. La loi ne fait que prendre acte d'une aspiration à la normalité et à la sécurisation juridique pour les enfants qui vivent dans ces couples. Et donc, c'est simplement une demande d'égalité. Est-ce que vous êtes allé au salon du mariage gay? Non, je n'y suis pas allée. Parce qu'il y avait des super petites grenouillères en cuir clouté et en latex. Vous savez, ça, c'est pas une spécialité homosexuelle. C'est hétéros comme homo peuvent avoir c'est bien, Dominique, absolument je vois que vous y connaissez. Des clous, vous connaissez des fouets. Elle connaît bien le SM, hein, Dominique. Hein, Elle a raison. Alors maintenant, dans le Marais, vous êtes une icône gay au même titre que Mylène Farmer ou Dalida, j'imagine. Je ne postule pas du tout à ce rôle d'icône. Je postule simplement à être un ministre de la République, c'est-à-dire vraiment de permettre à n'importe quel citoyen de pouvoir être reconnu dans sa pleine citoyenneté par la République. Vous aurez quand même un char à la Gay Pride, hein? Je ne sais pas si j'aurai un char, mais je ne postule pas non plus à ça. Et tous les homosexuels ne sont pas à l'image de ce que l'on voit à la Marche des Fiertés. C'est beaucoup plus classique qu'on ne croit. Mais la Gay Pride, ça n'a plus de raison d'exister. Ça même fait presque tort à la cause, à mon avis, puisque maintenant c'est rentré dans une normalité. Oui. Ils n'ont plus besoin de faire le travelot. Oui, il n'y a pas une hétéro-pride. On ne voit plus l'intérêt de ça. Hein. Philippe, vous êtes favorable au mariage gay, vous? Je ne l'étais pas. Je ne l'étais pas, mais en même temps, je n'ai jamais voulu participer à une manifestation contre le mariage pour tous, dans la mesure où j'avais le sentiment qu'il ne s'agissait pas d'idées ni d'antagonisme intellectuel, mais que j'aurais été amené alors à manifester contre une partie de mes concitoyens, et ça, je ne voulais pas le faire. Et d'autre part, je considère que les séquelles, les escarmouches qui continuent deviennent franchement ridicules. Ça a donné à l'étranger, et je ne veux pas citer les gens qui se sont ridiculisés, mais une dame qui était habillée d'une certaine couleur, mais les gens croyaient que c'était un travelot, ça veut dire que c'était pas possible. La presse étrangère, je ne sais pas si vous la lisez, mais ils étaient écroulés. Et la PMA, donc ça va passer ça, la PMA? La procréation médicalement assistée existe déjà en France. Ça s'adresse certes à des couples hétérosexuels infertiles, mais existe déjà. Bon, bah voilà, maintenant, encadrons-le juridiquement. C'est même, à la limite, justement pour éviter n'importe quel type de débordement qui peut exister. Mais il faut que ça puisse se faire aussi dans un climat d'apaisement et de sérénité. Et la GPA, non, ça... Non, la gestation pour autrui, François Hollande a été très clair et très net là-dessus. Le débat ne sera même pas ouvert. Pour vous, c'est la prostitution. Pour moi, le protéger comment d'un enfant, c'est la prostitution deuxième degré. D'abord le sexe et après le ventre. Ça, je suis un peu contre. D'accord. C'est un truc de luxe, parce que moi, je connais plein de garçons fort riches qui commandent des bébés comme on commande une robe couture et qui... non, ça me gêne un tout petit peu, je dois dire. Et une fois, j'étais dans une soirée où il y avait 20 nurses et je ne sais pas combien de couples, parce que c'est pour des gens riches. Dans le grand luxe, ça ne pose plus de problème, surtout. C'était un milieu un peu showbiz, musique, vous voyez ce que je veux dire. Bon, en Californie, bon, d'accord. Mais dans une réalité plus terre à terre, je ne sais pas ce que ça peut donner. Mais ça coûte cher, hein, la GPA. Si vous voulez faire un enfant aux États-Unis, ça vous coûte entre 50 et 100 000 euros. Ça fait c'est pour ça que enfant, c'est un truc pour gens riches. Oui, hein, Philippe? Oui, moi, ce qui m'inquiétait un peu, et c'était la raison de ma réticence, c'est qu'à partir du moment où le mariage pour tous a été voté, je me demande s'il n'y a pas quasiment un processus inéluctable à terme pour la suite. Est-ce qu'on ne crée pas presque mécaniquement la suite à un moment donné, au nom des mêmes droits et des mêmes avancées? Non, c'est d'autres questions éthiques. C'est pour ça que je distingue bien ce qui est de l'ordre de la procréation médicalement assistée, qui existe déjà et qui se pratique à 2 heures de Paris. La gestation pour autrui, c'est vraiment l'implication d'une troisième personne dans sa globalité. Et là où moi j'entends toutes vos résistances, c'est qu'effectivement, le fait d'être enceinte n'est pas un acte indifférent. C'est quelque chose qui est beaucoup plus lourd et sur lesquels, effectivement, il y a une réflexion approfondie qui est à mener. Donc je ne crois pas qu'il y ait de choses systématiques. Rémi? Moi, je m'en fous. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais j'aimerais dire une chose. Autant je suis fasciné par Karl Lagerfeld, mais en tant que ministre, je vous trouve vachement moins chiante que les autres. Et je vous aime beaucoup aussi. Ah, bah, c'est Vous voyez,
Elle est sympa, Dominique. Et j'aimerais bien un pot de miel aussi. Ah, mais écoutez, je vous en ferai parvenir un. Ça bien volontiers. Merci. Sinon, puisque tu vois François bientôt, dis-lui de se calmer un peu sur les impôts. Et je le dis au nom de la France, parce que ça commence à être un petit peu relou. Voilà. Alors, Dominique, vous êtes très proche de Ségolène Royal. Oui. Est-ce qu'elle vous appelle après le Conseil des ministres pour savoir si François Hollande a parlé d'elle? Non. Ségolène Royal va très bien, va sortir dans très peu de jours un ouvrage sur le courage. Et je pense qu'il est important de pouvoir réentendre, je le dis très clairement, sa voix politique qui est singulière. Alors, Philippe Bilger, rebonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ancien avocat général de la Cour d'assises de Paris. Vous avez requis contre l'assassin de René Bousquet, Émile Louis, François Besse, l'adjoint de Mesrine, Maxime Brunery, qui avait voulu tuer Jacques Chirac, le gang des barbares. Vous êtes surtout célèbre pour votre cheveu sur la langue. J'ai du mal à supporter qu'on y fasse référence et pourtant on me démontre que ça permet de m'identifier. Je vais finir doucement par m'y faire. En fait, c'est le seul cheveu que vous ne perdez pas. Il m'en reste quelques-uns, mais pas assez. Alors pour vous, ça ne devait pas être facile à l'époque de prononcer sursis. Ah, c'était terrible. Alors que perpétuité, vous le dites très bien. Oui, mais ça n'était pas non plus ma chose préférée. Ah, d'accord. Entendons-nous. Si vous voulez induire que de mon cheveu sur la langue, j'ai tiré des sanctions, là, je ne vous rejoins pas. Alors, vous étiez avocat général. L'avocat général, c'est un mec qui a une veste de Père Noël. C'est un Père Noël, mais il ne fait pas de cadeau à l'accusé. Ça dépend. Ça dépend, ouais. Je veux dire, il est l'être le plus libre qui soit à l'audience, ouais. Et il peut requérir l'acquittement. Et évidemment, quand il y a la culpabilité, il propose une peine. Alors l'avocat général, à pas confondre avec Maître Collard, qui est avocat en général, lui, c'est pas du tout pareil. Alors, lorsque vous demandiez la double perpétuité et qu'on n'accordait qu'une seule perpétuité, vous étiez déçu? Je n'ai jamais été déçu. On ne peut pas avoir un rapport joyeux, ouais. Même avec la peine qu'on doit requérir. C'est un univers qui ne permet pas la dérision et qui est où j'avais le sentiment de raccommoder des destinées humaines, comme Simenon le disait très bien de Maigret, et puis d'avoir une certaine utilité sociale. Bien sûr. Alors aujourd'hui, votre photo est épinglée sur le mur des cons, au ouais. Siège du syndicat de la magistrature. Alors après ça, c'est difficile quand même de penser que les juges ne prennent pas des décisions politiques quand même. Lorsque j'entends des gens souhaiter la dissolution du syndicat, ouais. C'est n'importe quoi, il faut être clair. Ouais. Il ne nous apprend rien en nous disant qu'il est d'extrême gauche. Ouais. Il l'a toujours été. L'essentiel, c'est que lorsqu'il juge ou qu'il requiert, eh bien, les malheureux qui sont traités de cons parce que la plupart du temps ils sont à droite, ouais. Bénéficient tout de même d'une justice équitable. Oui, c'est pas sûr en même temps. Non, c'est pas sûr. Puis alors, sur ce mur, il y a aussi ce qui est plus bizarre, des pères de victimes, comme le père de Lorraine Schmitt, par exemple. Mais c'est quoi, ça? Je crois qu'il faut bien comprendre comment ce mur des cons, si j'ai bien saisi, a été constitué. Tous les jours, un syndiqué magistrat avait le droit d'apposer une photographie avec une légende d'une personne qu'il déteste ou qu'il trouvait inepte. Et donc, on a un mélange de gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, tout ça est un salmigondi absurde où chacun a pu s'abandonner à un dénigrement. Il vaut mieux garder ces hiérarchies de cons très intériorisées. Ça vaut mieux. C'est choquant quand même, non? Vous pouvez porter plainte. Oui, mais jamais de la vie. Enfin, écoutez, être traité de con par le syndicat de la magistrature, par certains de ses membres, alors que j'ai connu un syndicat de la magistrature prestigieux il y a 20 ou 30 ans, je ne courrais jamais le ridicule de judiciariser une telle affaire. Alors Philippe, tout fout le camp, et vous publiez chez Fayard un livre intitulé « La France en miettes ». Alors le pitch, force est de constater que le passage du sarkozysme au hollandisme n'a pas entravé le mouvement de délitement, mais au contraire l'a aggravé. Oui, vous avez voté pour Sarkozy en 2007, pour Hollande en 2012, et vous êtes déçu par les deux, quoi. J'ai été un partisan enthousiaste du candidat Sarkozy en 2007.
Le président Sarkozy m'a complètement déçu pour 1000 raisons, et notamment pour l'état de droit et cette gestion illisible, erratique. Je n'ai pas aimé le personnage. François Hollande, je regrette que pour l'instant, il échoue. Il a encore 4 ans avant 2017, mais quand je le vois présider, en dépit des échecs et des déceptions, je n'ai pas des crises d'urticaire. Ah, oui. Il me représente de manière relativement noble. Oui. Je continue à le supporter et j'espère qu'il réussira. Alors Philippe, vous avez voulu devenir magistrat en réaction à l'injustice dont vous jugez que votre père a été victime quand il a été condamné à 10 ans de travaux forcés pour fait de collaboration pendant la guerre. Et vous avez passé votre vie ensuite, finalement, face à des accusés, pour les affronter, pour les écouter, pour les comprendre. Donc c'est quelque chose qui, chez vous, est central. Je n'ai pas choisi la magistrature à cause de ça. Mais au bout de 20 ans de cour d'assises, j'ai compris pourquoi je traitais les accusés, même les pires, en requérant parfois les peines maximales, comme s'ils étaient en même temps des réprouvés. J'ai toujours perçu qu'on pouvait être un salaud à cause du crime qu'on avait commis, mais qu'on pouvait être en même temps un réprouvé. Je n'ai jamais, je dirais, abusé de mon pouvoir. Il suffisait déjà de requérir parfois la perpétuité. Merci. Voilà. Voilà Philippe Bilger, La France en miettes, c'est chez Fayard. On passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est la journaliste allemande Ulrike Koltermann que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Cette année, avec 2 clubs en finale, l'Allemagne va forcément gagner la Ligue des Champions. Mais il n'y a pas qu'au foot que les Allemands sont les meilleurs. Que ce soit pour l'emploi, pour la croissance, pour le commerce extérieur, l'Allemagne a de meilleurs résultats que nous. Alors forcément, il y en a que ça agace. Selon Claude Barthelone, le président de l'Assemblée, François Hollande doit maintenant se confronter à Angela Merkel. Après tout, si en 2012, les Français ont voté à gauche, c'est pas pour suivre la politique de Merkel, qui, elle, est de droite. Parce que si on doit suivre le modèle allemand, ça veut dire qu'il va falloir supprimer le salaire minimum, réduire de moitié les effectifs de la fonction publique et en plus, faudrait fixer l'âge de la retraite à 67 ans. Faire comme les Allemands, ça veut dire accepter que plus de 5 millions de salariés vivent grâce à des mini-jobs payés 400 € par mois. Et si ça ne vous plaît pas, tant pis, d'autres prendront votre place. Ainsi, les abattoirs allemands emploient en toute légalité des salariés venus des pays de l'Est payés 3 fois moins cher que dans le reste de l'Union. Ah, y a pas à dire, les Allemands sont compétitifs. Pour eux, l'Union européenne, c'est comme un championnat de foot. Il y a 27 équipes et le but du jeu, c'est que l'Allemagne gagne à la fin. Je souhaite que la partie reste passionnante et j'espère qu'il y aura des buts du côté allemand, bien sûr. Pourtant, les manifestants grecs, espagnols et portugais ne sont pas les seuls à dénoncer la politique d'austérité imposée par l'Allemagne. Ces derniers mois, le secrétaire d'État américain au Trésor, la patronne du FMI et même le président de la Commission européenne ont tiré le signal d'alarme. Certes, c'est important de réduire les déficits, mais c'est encore plus important de préserver la stabilité politique en Europe. Apparemment, les Allemands s'en foutent. La preuve, Angela Merkel reste leur personnalité politique préférée, avec 68% d'opinion favorable. Elle est donc bien partie pour rester chancelière après les élections de septembre. En France, le PS reproche à Merkel de défendre les intérêts de l'Allemagne de manière intransigeante et égoïste. Mais justement, c'est pour ça que les Allemands l'adorent. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Ulrike Koltermann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes allemande, vous êtes enceinte. Tout à fait. Et vous collaborez notamment aux journaux Die Tage-Zeitung et Financial Times Deutschland et aussi en France à Libération. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors d'abord, les chiffres. Les chiffres Eurostat. La balance commerciale, plus 187 milliards d'euros pour l'Allemagne, moins 82 milliards d'euros pour la France. Le taux de chômage, 5,4% en Allemagne, 10,8% en France. Résultat, les Allemands sont redevenus les plus forts d'Europe et au foot aussi, finalement. Bah oui. Mais pas en matière de natalité. Ah bah regardez. Bah, j'ai fait un effort quand même. Alors évidemment, face à ça, les Français s'énervent et le PS réinvente
la germanophobie. Voilà. Alors, il parle de l'intransigeance égoïste de Mme Merkel, qu'ils appellent la chancelière de l'austérité. Montebourg, Bartolone, Lindemann, Cambadélis, Gage, Hamon, plus Duflot et Mélenchon, et 80 députés, paraît-il, veulent s'en prendre à l'Allemagne. D'un seul coup, on réinvente la germanophobie, Dominique. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Je le dis très, très clairement. Si nous ne raisonnons pas en termes de destin européen dans lequel il doit y avoir forcément un fonctionnement du couple entre la France et l'Allemagne, quelles que soient les options politiques du président de la République ou du chancelier ou de la chancelière, alors nous nous trompons d'avenir. Et pour le coup, pour avoir travaillé avec François Mitterrand, moi j'ai vu fonctionner François Mitterrand et Helmut Kohl. Ils ne partageaient pas les mêmes options politiques. Il ne reste pas moins vrai qu'il y avait cette volonté commune de faire avancer l'Europe. Il faut redonner un véritable destin à l'Europe. Alors pourquoi les Français sont jaloux des succès de l'Allemagne? Oui, ça se comprend, mais ça a déjà commencé avec les Grecs et les Italiens. Et on a vu dans les manifestations Merkel avec la moustache de Hitler, ça passait très mal. Mais on s'est dit, bon, c'est des extrémistes, faut faire avec. Que maintenant, même la France, le parti au gouvernement... choisit des mots pas très diplomatiques, ça passait très mal en Allemagne. Et on n'a pas vraiment compris pourquoi. On se posait évidemment la question, est-ce que Hollande était au courant ou non? Et c'est un peu le dilemme, parce que s'il était au courant, c'est assez grave. Et s'il n'était pas au courant, c'est même pire. C'est comme Cahuzac. Exactement. Donc c'est une stratégie à court terme. On a vraiment l'impression que la France cherche un bouc émissaire. C'est très commode de maintenant critiquer Merkel. Et on oublie totalement que c'était quand même... c'est pas Merkel qui a lancé toutes les réformes. C'est quand même un gouvernement de gauche, sous le chancelier Schröder. C'est lui qui a... lancer la flexibilisation du marché du travail. Et voilà, c'est Merkel qui récolte les fruits. Et aujourd'hui, la gauche en France critique Merkel, ça fait un peu bizarre. Mais c'est même dangereux politiquement. Une partie de la gauche, c'est quand même un texte qui avait été élaboré par le Parti socialiste. Qui a été corrigé. Qui a été corrigé, mais enfin, c'est un couac énorme quand même. Karl Lagerfeld. Moi, j'aime l'Europe de la lumière. Alors, vous voyez, c'est tout à fait autre chose. Oui. Mais l'Allemagne, la presse allemande n'a pas tellement repris cette histoire. Parce que si on lit comme ça à travers, eux disent, après tout, c'est l'opinion d'un parti, bientôt minoritaire, donc ce n'est pas le gouvernement, donc on ne va pas faire un plat. Voilà comment ça a été perçu. Heureusement, ils ne sont pas énervés. En plus, des gens qui disent ça, personne ne les connaît là-bas. Voilà. Philippe. Au fond, il y a une phrase de Marcel Proust qui est formidable. Il dit les idées succédanées des chagrins. J'ai parfois l'impression, quand j'entends certains socialistes, qu'ils théorisent parce qu'en réalité, ils ne supportent pas le contraste entre les politiques allemandes et françaises. Mais de la part d'un certain socialisme français, c'est une absurdité. Je vous rejoins absolument, Madame le Ministre, parce qu'on affaiblit précisément l'autorité du président, auquel on demande de savoir installer un rapport de force parfois nécessaire au cœur de l'Europe. Bien sûr. Il y a aussi un autre problème. Je crains que la méthode Schröder, avec M. Mélenchon dans les pattes, les Français auraient du mal à l'appliquer. Alors, pourquoi les Allemands sont-ils plus forts? C'est la question qu'on peut se poser. Oui, c'est... Alors, d'abord, ils font passer l'intérêt collectif avant leurs intérêts individuels. C'est vrai, ça? Oui, c'est gentiment dit, mais il faut dire aussi que ce sont des fruits des réformes lancées plus tôt. Et il y a des traditions qui n'existent pas en France. Par exemple, le dialogue social, c'est quelque chose... la négociation plutôt que la confrontation. Exactement, ça dure très longtemps. Il y a plein de négociations. Par exemple, on n'a pas eu des augmentations de salaire pendant longtemps. Il y avait des négociations interminables entre les syndicats et les entreprises, mais avec un bon résultat. Mais les syndicats allemands, c'est pas du tout pareil comme les syndicats en France. Voilà, donc déjà, le dialogue est différent. Oui. C'est plus facile, dans un sens. Vous remarquerez que justement sur cette notion du dialogue, la loi que vient de faire voter Michel Sapin, et justement sur la flexibilité et sur la réforme du marché du travail, vise à aller vers cette négociation, vers ce dialogue entre syndicats et salariés. On n'est pas à Schröder quand même. Alors, autre chose, est-ce qu'il n'y a pas finalement un atavisme du peuple allemand à être le premier en Europe? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils perdent la guerre, et 50 ans après, c'est de nouveau les premiers. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui en eux... D'abord, la notion du peuple allemand est une notion récente. Ça existe depuis quand?
Guillaume et Bismarck. Ça a duré très peu de temps. 70, 14, 40 ans, quoi. Après, ça a foiré. Moi, je trouve ça très dangereux de parler de la supériorité de l'Allemagne. On est tout de suite dans les interprétations un peu assez délicates. Mais on peut dire aussi que le succès de l'Allemagne, souvent, c'est lié à la situation négative dans les autres pays. Par exemple, au niveau économique, le succès de l'Allemagne est d'autant plus fort que la France va mal parce que la France n'a jamais lancé les réformes nécessaires, les réformes structurelles. Mais même au niveau du foot, c'est pas parce que l'Allemagne est super fort qu'on gagnait tous les matchs, mais c'est aussi parce qu'il y avait pas Messi. Pour le moment. Ah oui, c'est pas mal. Son argent en Suisse. Ah oui, c'est pas mal, ça. Oui. Chacun son affaire Cahuzac. Chacun son Cahuzac. Alors maintenant, Ulrike, vous qui êtes allemande, qu'est-ce qu'on doit faire, les Français, pour y arriver? Des réformes structurelles. Des réformes, par exemple. Oui, probablement. Là, vous avez Bertinotti, dites-lui. Oui, il faut probablement commencer par flexibiliser le marché de travail. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il y a des mecs qui gagnent 400 € par mois. Hein. Oui. Oui, il y a des salaires, des misères. Il y a des gens qui gagnent moins que 5 € par heure. Et si on est au chômage, après un an, ça passe à 400 €. Voilà, il y a toujours un revers de la médaille. Mais en même temps, en France, une fois on est en dehors du marché du travail, c'est très, très difficile d'avoir accès. Par contre, en Allemagne, c'est vrai, avec les salaires très bas, au moins, on arrive à retrouver du travail. Dernière question. Si Angela Merkel perd les élections, ce qui semble peu probable, ça ne changera rien, de toute façon, parce que la politique allemande restera la politique allemande. Exactement, parce que les Allemands ont quand même toujours peur de payer les dettes des autres. Donc, c'est un peu ça le grand sujet. Donc, même si le gouvernement change, si ce n'est pas Merkel qui change, mais si c'est le SPD qui entre au gouvernement dans le cadre d'une grande coalition, la politique ne va pas changer énormément parce que chaque gouvernement va faire en sorte que les Allemands aient toujours l'impression qu'ils ne vont pas payer pour les autres. Donc, si eux, ils ont fait des sacrifices, ils attendent un peu la même chose des autres. Alors, Mourad, élevé dans le quartier le plus malfamé de Toulon, vous avez fait fortune dans l'édition de bande dessinée avant de reprendre le club de rugby de la ville et de l'amener en finale de la Coupe d'Europe le 18 mai prochain à Dublin. Tout ça à Toulon, qui il n'y a pas si longtemps était gouverné par le Front National. Et puis aujourd'hui, le symbole de la ville est repris par ce que le Front National n'aimait pas trop à l'époque, à savoir les enfants d'immigrés. Et voilà, et vous nous raconterez votre histoire à 20h. J'accueille maintenant Gaspard Proust pour « Elle est pas belle la vie ». Mercredi dernier, fête du travail. De la part de la gauche, je suis étonné que ça a été autorisé. Franchement, c'est quand même super stigmatisant pour les chômeurs. Politique. C'est l'anniversaire des 1 an de François Hollande président. Bon, en 1 an, on ne peut pas juger. En 1 an, on est bébé, c'est le stade oral, quoi. Ce qui m'inquiète, c'est que dans 2 ans, c'est le stade anal et ça coïncide avec les municipales. En résumé, 1 an, pourquoi faire? Pourquoi faire? Des réformes sociétales, bon, c'est chic. En fait, les Français n'ont pas élu un gouvernement, mais la rédaction de Marie-Claire. Avec l'été qui approche, je sens arriver le plan anti-obésité et la rubrique mycose des plages. Hollande se débat. Il lutte, il est là. Je l'ai vu dans un collège, il disait « On s'est moqué de ma boîte à outils, mais quand vous tombez en panne, mieux vaut avoir des outils que rien du tout. » Oui. En même temps, si on peut éviter de rouler en Peugeot... Alors, il y a ces mecs de PSA qui n'ont rien compris, Ah, le jour de la fermeture, les actionnaires se votent un dividende. C'est pour ça qu'ils l'ont fermé, du con. Ils vont quand même pas fermer une usine pour distribuer des tickets de rationnement. Enfin, un moment, faut... Fatigant, ce pays, je ne peux plus. Alors, il y a un défilé intéressant, quand même, le Front National, qui... Enfin, intéressant, rien d'intéressant à dire, sauf qu'une militante du FN a accroché un saucisson au drapeau pour établir un périmètre de sécurité. C'est véridique. C'est vrai. Enfin, au moins, on a une idée de la politique de défense si le FN arrive au pouvoir. Je veux dire. Le premier fournisseur de l'armée, ça serait plus Dassault, mais Cochonou. Alors, il y a cette idée très lumineuse que l'immigration est la source de tous nos problèmes. Non, c'est peut-être une vraie solution pour la France. Enfin, le gouvernement serait quand même vachement plus capable s'il n'y avait que des Allemands. Europe. Le PS critique Merkel. Alors, critiquer Merkel, pourquoi pas? Mais est-ce très prudent en même temps de baisser le budget de la défense? Oui.
Enfin, je sais pas, mais à l'ENA, le programme d'histoire, il s'arrête où? Au sacre de Clovis? Enfin, je veux dire... Diplomatie. Hollande a fait un voyage en Chine. Alors, il a parlé des droits de l'homme. C'est une super idée, c'est lumineux, ça aussi. Inutile de dire que lorsqu'il est rentré, au Tibet, on fêtait l'indépendance. C'est une blague, la Chine, c'est vachement bien. C'est quand même ce beau pays qui prouve que pour fonctionner, le capitalisme n'a pas du tout besoin de démocratie. Économie. On continue de tuer les talents dans ce pays. Ça va devenir l'histoire de ce type, la formidable Guéant. Oh là là. Le type, il arrive à vendre 500 000 € des tableaux qui valent 20 000. On lui colle un juge au cul. Pour une fois qu'un fonctionnaire a le sens des affaires, et nous, allez, bam, quoi. Au lieu de l'emmerder, on ferait mieux de le nommer VRP à Dassault, vendre des rafales, je sais pas, le rendre utile, quoi. Compétitivité toujours. Place Stalingrad, un SDF fouille dans une poubelle et trouve des armes. Bon, jusque-là, c'est une belle histoire. Avec ça, le type, il fait quoi? Il fait quoi? Je vous le demande, Madame la Ministre. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les flics. Vous savez ce que ça vaut, des armes au marché noir? Tu m'étonnes qu'il est à la rue, quoi. Les SDF, faut pas leur donner des logements, madame, mais une connexion à Le Bon Coin. Faut leur apprendre à... Carton. Un gamin de 5 ans abat sa sœur de 2 ans avec son fusil. Je suis très choqué. Pourtant, le type, il avait un papa et une maman. Donc, je suis d'une famille équilibrée. Alors, selon le médecin légiste, il s'agit d'un accident. Heureusement qu'il convoque un médecin légiste pour ça, quoi. Sinon, Al-Qaïda serait capable de revendiquer le truc. Aujourd'hui... Médecine. Un gynéco accusé de viol est radié de l'ordre des médecins. C'est quoi un viol pour un gynéco? C'est un frottis agrémenté d'insultes? Économie. La France veut favoriser l'immigration étudiante. C'est vrai. Quand on voit les résultats à Boston, ça donne des idées. Hein. En fait, Erasmus, c'est le nom occidental d'Al-Qaïda. C'est un petit programme d'échange d'idées, de culture. Enfin, Montebourg se réjouit. Peut-être que l'arrivée d'étudiants tchétchènes, ça va relancer les cocottes Moulinex. Zoophilie. Booba publie une sextape mettant en scène la fouine. T'as un ours qui mate la sexualité d'une fouine. En fait, le 9-3, c'est un parc naturel. Bon. Cinéma. Horst Tappert. Ah oui? Oui, apparemment, il était membre des Waffen-SS, tout ça. C'est quand même un choc. Hein. C'est comme apprendre que Véronique Jeunesse serait islamophobe. Ça fout enfin, c'est quand même... Moi, ça me pose un problème éthique. Si toutes ces années, j'ai préféré d'Éric à Navarro, est-ce que ça fait de moi un nazi refoulé? Ludique. Un député suédois veut obliger les hommes à uriner assis. Ah bon? Ouais, vivement qu'on oblige les handicapés à pisser debout. Sport. Le basketteur NBA Jason Collins a déclaré « Je suis noir et je suis gay ». Ça a quand même dû être un choc hein, pour ses coéquipiers d'apprendre qu'il était noir. Enfin, Générosité. Toulouse, poignardé pour une cigarette refusée. Il n'y a vraiment plus de valeur. Hein. Mourir pour avoir voulu préserver la santé de son agresseur. Alors, il faut peut-être terminer par une bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même des choses positives. Bernard Tapie déclare « Je suis prêt à aider Hollande ». Ouais. Cool. Enfin, quoi. En général, quand Tapie vient à ton secours, c'est que tu vas bientôt faire faillite et qu'il va te racheter. Alors, c'est pas belle la vie? Si. C'était Gaspard Proust. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, à 15h05 sur Canal+, et sur canalplus.fr. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Mourad Boudjelal, rebonsoir. Vous êtes né le 5 juin 1960 à Olioul, petit village du Var à 7 km de Toulon. Mais vous passez vos 4 premières années dans le quartier Saint-Jean-du-Var à Toulon. Votre père conduit des camions poubelles pour la municipalité et un jour, il décroche un appartement de fonction. C'est rue Baudin. Rue Baudin. Dans le quartier le plus malfamé de Toulon, on appelle ça le Petit Chicago. Hein. Ouais, c'est une ancienne prison. Voilà. Il y a des matelots, des prostituées, des prostituées, ça ne me dérangeait pas. Ouais. C'est un peu le quartier de toutes les bagarres, quand même. Hein. Ouais, c'est les bagarres, c'est les gamins qui jouent dans les rues, c'est les seaux d'eau qu'on reçoit sur la tête parce qu'on fait du bruit, quand on gueule, voilà. Alors, malgré ça, la famille Boudjelal va y trouver un certain équilibre. Votre mère devient
gardienne d'immeuble. Alors, mine de rien, à l'époque... Concierge, ça rigole pas. Oui, à l'époque, c'était très rare. Une femme immigrée qui avait un travail, donc c'est très étonnant. Et votre père, lui, alors, il se met à réparer des téléviseurs, des postes de radio, des montres anciennes, ce qui lui fait un peu plus de blé que son SMIC. Bah, il avait monté un petit commerce noir, en plus de son boulot à la mairie, parce que souvent, à la mairie, il n'y avait pas grand-chose à faire, en fait. Il était fonctionnaire, donc il n'était pas débordé. Et il avait le temps de travailler à côté, quoi. C'est un peu classique, ça. Cependant, la vie de famille n'est pas facile. Votre père a l'alcool mauvais. Vous dites que les repas étaient une torture. Mon père pouvait déraper à tout moment à cause du vin, et ça tombait généralement sur votre mère. Des fois, ça explosait, et puis des fois, non. Alors, votre grand frère Farid, pourtant atteint de polio, finit par se battre contre votre père un jour, quand même. Un jour, ouais, c'est un truc violent, quand même, parce que quand on voit son frère se battre contre son père, et on ne sait pas de quel côté... de quel côté aller, quoi. Et puis vous découvrez la vie d'arabe à Toulon, les insultes dont est victime votre père dans la rue, ceci explique peut-être cela. On lui dit « sale arabe, retourne dans ton pays ». Et lui, il répond « paye-moi le voyage, connard ». Oui, c'était sa formule, ça paye-moi le voyage, il retourne sans problème. Mais c'est violent quand on voit son père se faire insulter, quoi. Voilà, et moi, je m'étais toujours dit, on insulte mon père, mais moi, personne ne me traitera de sale arabe. Alors, l'école ne vous passionne pas? Non. Et votre seule passion, en fait, c'est la bande dessinée. À l'âge de 4 ans, j'ai volé mes premières bandes dessinées, parce que 4 ans, on n'a pas beaucoup de sous. Le soir, au lieu de dormir, vous lisez des bandes dessinées sous les draps, avec une lampe électrique. J'avais une fascination pour le dessin, voilà. Et j'avais... alors, des gamins qui se disent, moi, je voudrais faire pompier, moi, je voudrais faire infirmière. Et moi, depuis tout petit, je me disais, je voudrais faire éditeur. Voilà. Et d'ailleurs, on vous appelait Mickey. Vous imaginez, dans une famille d'immigrés, et qu'est-ce qu'il veut faire ton fils? Et la mère, elle dit, il veut faire des Mickey. Ça passe moyen, quoi. Alors, à 10 ans, vous reliez vos propres compilations sous la marque Mourad Édition. Ah, c'était ma fierté, ça. Parce que j'adorais faire des albums, les albums que moi, j'aurais aimé trouver dans le commerce. Et donc, j'avais appris à relier des bouquins, je découpais des pages dans des magazines, et je faisais mes propres albums, et je marquais Mourad Édition, et ça me faisait rêver, quoi. Et là, vous vous lancez dans le commerce avec des BD que vous achetez au puce à 6 h du matin, vous levez à 5 h. Comme disait l'autre, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. On allait acheter des BD qui valaient beaucoup d'argent, mais que les gens ne savaient pas. Et que les gens qui se lèvent plus tard nous achetaient beaucoup plus cher que ce qu'on les avait achetés le matin. Voilà, c'était notre petit business. Bravo, ça c'est bien, ça me plaît. Ah. Alors vous créez un fanzine au collège, vous dites j'avais beau être minot, c'est moi qui tenais la caisse. Absolument, j'étais le plus jeune, je devais avoir 14-15 ans, il y avait 2 têtes de dessinateurs en herbe et c'était moi le patron, c'est moi qui gérais, alors qu'ils avaient au moins 20 ans. Alors vous avez 14 ans quand votre père vous amène au Festival du Livre à Nice, et là vous rencontrez Peyo, l'auteur des Schtroumpfs, et Tibet, l'auteur de Ricochet. À 15 ans, vous inaugurez le premier salon de la BD à Toulon. Je pensais que sur la planète Terre, j'étais le seul à aimer la bande dessinée. Donc je me suis dit... là, vous avez vu arriver, quand vous avez fait le salon, des tas de gens qui arrivaient, vous avez dit, c'est peut-être pas un mauvais business, finalement. C'est peut-être pas un mauvais business, mais il y a des gens plus âgés que moi qui l'avaient aussi vu à ce moment-là, et qui m'ont dit, t'es gentil, mais le festival, on va le faire nous, dorénavant. Effectivement, la Maison des Jeunes et de la Culture de Toulon s'accapare le festival et vous écarte de l'organisation. Ouais, mais je me dis pas grave, je vais aller le faire ailleurs. Et vous allez le faire à Hyères. Absolument, et je rencontre l'adjoint à la culture de la ville de Hyères et j'arrive à le convaincre, j'avais 17 ans, que j'allais déménager mon festival de Toulon à Hyères. Et il me dit oui, mais ils vont quand même le faire à Toulon. Je lui dis mais c'est pas grave, on va les tuer, on va en faire un plus beau et plus grand. Et voilà. À 17 ans, vous recevez donc Tabary, le créateur d'Is No Good, Pélos, le créateur des Pieds Nickelés, Franquin, créateur de Gaston Lagaffe, Maurice, créateur de Lucky Luke, et surtout Enki Bilal, qui est quand même un mec assez improbable. Qui venait pas beaucoup dans les salons. Ah oui, ça, pour faire venir Enki Bilal, je peux vous dire que c'est fort. Alain Chabat, c'était ses débuts, qui était un fou de BD. Qui adore la bande dessinée. Renaud, qui aussi était un fou de bande dessinée. Les frères Bogdanov, qui avaient encore une apparence humaine. Donc, vous avez 17 ans à l'époque, ça. Ouais, j'avais 17 ans. Quelle démerde, putain. Alors, à 22 ans, vous décidez de lancer votre propre business et vous créez une boutique de BD qui s'appelle Bédule. Mais le problème, c'est que j'avais pas un sou pour la monter, la boutique. Et ça coûte cher en fonds de commerce. Alors je rencontre un mec qui avait une boutique et j'arrive à le convaincre de ne pas me vendre le fonds de commerce, mais de me faire un loyer beaucoup plus cher. Et il dit oui, et là, je démarre. Et voilà. Et vous lancez dans l'édition, vous décrochez un prêt de 7 500 €. Et vous demandez, la grande idée, vous demandez à des auteurs de BD de réaliser une version sexe, disons, de leur boulot. C'est une époque où les parodies marchaient bien, les versions un peu cul de bandes dessinées. Il y avait des mecs qui faisaient ça très bien. Et moi, je me suis dit, personne ne le fera aussi bien que les auteurs eux-mêmes. Et ça a super bien marché. Alors, à l'époque, vous voulez donner votre nom de famille à votre maison d'édition.
mais avec la montée du Front National, vous préférez Soleil à Boudjela l'édition. Tout le monde m'a dit, ça pourrait te porter préjudice. Donc, tu es à Toulon, il fait beau, il y a le soleil. Donc, appelle ça Soleil. J'ai dit OK. Alors, c'est plus dur que vous pensez. À un moment, vous êtes sur le point de mettre la clé sous la porte, quoi. Je me rappelle, j'avais droit à 400 000 francs de découvert. Et j'étais à 399 995, je m'en souviens. Donc, vraiment... et puis, il y a un miracle qui est arrivé. Quoi. Hachette. Un soir, le téléphone a sonné. Et c'était l'appel que je n'espérais plus, du mec d'Hachette qui me disait j'en ai bien réfléchi et c'est votre dossier qui nous intéresse. J'ai dit mais il est con, il est conscient quoi, à côté des autres. J'ai dit ils y comprennent vraiment rien chez Hachette. Et voilà, je me suis retrouvé invité à Paris. Et voilà. Alors votre premier coup, c'est de ressortir Rahan. Et voilà, vous gagnez beaucoup d'argent, vous devenez millionnaire à 28 ans. Là, vous plongez un peu dans le bling-bling, hein. Les restaurants étoilés, les montres de luxe, c'est sympa. Les Ferrari, les Maserati. Vous en avez profité, là? On est dans le cliché. Je veux dire, dès qu'on commence à gagner 3 sous, d'abord on achète le grand écran, et puis après les grands restaurants. Mais malheureusement, c'est pas les meilleurs, puisqu'on est dans les noms. Et donc on a entendu ça. Et après on se rend compte qu'ils sont totalement ringards, que les bons restaurants sont pas là. Et vos parents, ils réagissent comment à ce moment-là? Pas trop, parce que c'est difficile à expliquer le métier d'éditeur. Ma maman, je sais qu'un jour, la télé algérienne vient la voir en lui disant « Vous savez quel métier fait votre fils ?» Et il dit « Oui, je sais qu'il prend beaucoup l'avion. » Voilà, c'est son métier. Voilà, alors vous continuez vos rééditions, Tarzan, Flash Gordon, mais le très gros coup, c'est un truc que vous montez vous-même, c'est grâce à l'argent des gens connus, vous lancez des jeunes, c'est l'Unfest de Troyes. C'est vrai, c'est passé un truc magique. Et vous avez vendu des millions d'exemplaires. Des millions d'exemplaires dans je ne sais pas combien de pays. Voilà. Et là, le président du RCT, c'est-à-dire le club de rugby de Toulon, vous propose de reprendre le club. Alors là, le club est en D2, hein, ça va très très mal. Et vous allez y arriver, parce que comme vous avez recruté les meilleurs auteurs de BD, vous allez recruter les meilleurs joueurs, finalement. C'est un peu la même chose. Alors, il y a d'abord Tana Umaga, le capitaine des All Blacks. Ouais. Mais ce qui est chiant dans la vie, c'est que il se passe jamais de choses impossibles. Il n'y a jamais d'extraterrestres qui apparaissent, il n'y a jamais de soucoupes volantes, il n'y a jamais de fantômes. Quoi. Tous ces trucs qu'on voit dans les films, on ne les voit pas dans la vie. Ça serait simple. Et moi, je me suis dit, il faudrait que je fasse un truc impossible dans le rugby. Et un truc impossible dans le rugby, c'était de faire signer le meilleur joueur du monde. Mais oui, c'est le cas. Dans une petite équipe de 2e division. Ouais. Et donc, j'ai cette relation avec Tana Umaga, mais comme se passe la magie, c'est-à-dire qu'on communique par mail, je ne l'ai même pas au téléphone. Et à chaque mail, on se dit, au prochain mail, il va dire non. Et puis ça avance, ça avance. Et un jour, je reçois un coup de fil d'un mec qui me dit « Je suis l'agent français de Tana Umaga, est-ce qu'on peut se rencontrer pour parler de sa venue à Toulon ?» Et ce jour-là, le top 14 va devenir le premier championnat du monde, puisque ça va changer toute la philosophie des présidents de clubs. Toutes les stars de la planète vont venir en France dans le top 14, de ce petit transfert de Tana Umaga que je voulais parce que ça me semblait magique. C'était comme voir apparaître les extraterrestres, Tana Umaga en Pro D2. C'est génial. Alors après, il y aura Johnny Wilkinson, Frédéric Michalak, Brian Habana. Enfin voilà, quoi, vous faites de Toulon un club super intéressant. C'est un club de stars, comme on dit, mais c'est aussi un club qui a une âme. Moi, c'est ma conception de faire venir des gens qui viennent de différents côtés de la planète. Et je dis toujours qu'on a plus d'affinité avec quelqu'un qui est né à 10 000 km, mais avec qui on va partager les mêmes joies, les mêmes émotions pendant un temps, que quelqu'un qui est votre voisin et que vous ne rencontrerez jamais parce qu'il ne vous intéresse pas. C'est pour ça que la notion de pays, tout ça, m'est assez indifférente. Alors, résultat, le 18 mai prochain, finale de la Coupe d'Europe à Dublin, contre la SM Clermont. Donc là, il n'y a que des Français, finalement. Ben, on est les meilleurs en rugby, c'est normal. Alors, bien sûr, votre franc-parler ne fait pas toujours l'affaire des barons de l'Ovalie. En janvier 2012, après un match perdu contre Clermont, vous parlez de sodomie arbitrale. C'était une petite sodomie en plus, donc pas de quoi. Mais j'étais très choqué pour des mots de passer en commission de discipline, parce que les commissions de discipline, c'est fait pour des actes, pour des violences. Mais quand les commissions de discipline se réunissent pour des mots, ça veut dire que ce sont des commissions de discipline morale. Moi, je trouve ça dangereux, quoi. Vous avez pris combien? 100 jours de suspension? 130 jours. S'ils avaient de la culture cinématographique ou littéraire, ils m'en auraient mis 120 pour sodomie. Ça. Vous avez dit, on pourra revoir les images, pas sur YouTube, mais sur YouPorn. Oui, j'avais dit ça. Oui, l'action qui nous a éliminés en demi-finale il y a 3 ou 4 ans, c'est vrai qu'elle mérite d'être sous YouPorn. Alors aujourd'hui, vous avez vendu les éditions du Soleil pour vous consacrer 100% au RC Toulon. Tout va bien. Pour l'instant, ça va. Oui, mais enfin, la seule souffrance, ça reste le racisme. Vous recevez beaucoup de lettres anonymes. Énormément. On vous traite de pourriture bougnoulesque. J'ai tout reçu. Quand je suis passé en commission de discipline, j'en ai reçu une très bien qui me disait quand tu sortiras de la commission de discipline, tu pourras toujours aller brûler les voitures, c'est dans tes gènes. Voilà, ce genre de choses. Voilà. J'en reçois plein. Connard. Oui, j'en reçois 3 ou 4 par mois.
mais des trucs très très insultants, genre les seuls bougnoules sont les bougnoules qui sont morts, on aura ta peau. On vous menace de mort. En menace de mort, si tu n'aimes pas la France, tu la quittes. Donc il y a encore toute une partie, c'est encore le racisme, le dire. En même temps, à Toulon, vous cherchez, parce que c'est quand même la capitale. Bon, ce qui est rassurant quand même, ce sont des gens qui se prétendent français, et donc pour être français, il faut quand même avoir un minimum de culture française et qui font beaucoup de fautes d'orthographe. Bravo. Merci, Mourad Boudjelal. Je rappelle le titre de votre livre, Ma mauvaise réputation. C'est édité aux éditions La Martinière. Merci de votre témoignage. Génial. Si j'ai bien tout suivi, ton papa ramassait les poubelles, c'est ça? C'est ça. Non, il avait le droit à peu près de conduire le camion. D'accord. C'était la promotion. À Montpellier, on a un ramasseur de poubelles très connu Nicolas, qui a été champion de France. Donc je souhaite la même chose. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci Rémi. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Dominique Bertinotti, ministre chargé de la famille. Merci Karl Lagerfeld pour l'ensemble de son œuvre. Philippe Bilger pour La France en miettes, chez Fayard, Rémi Gaillard, n'importe qui, prochainement en salle. Il va y avoir un film, on en parlera ici. Ulrike Koltermann, notre journaliste allemande, et Mourad Boudjelal pour Ma mauvaise réputation aux éditions La Martinière. Je vous signale la sortie du nouvel album de No Jazz, compositeur de la musique du générique de Salut les Terriens. Ça s'appelle Live au Sunset et c'est top. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.